Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux mécanismes financiers qu'il faut que vous compreniez pour bien décrypter les entourloupes et fake news auxquels nous sommes exposés 365 jours par an, aussi bien par les autorités et médias perroquets locaux que par la communauté financière internationale et ses relais médiatiques et politiques. Pour les illustrer, je vais prendre des exemples en Côte d'Ivoire et au Cameroun, mais cela s'applique à tous les pays d'Afrique. Prêtez attention car ce dont on va parler, on ne vous l'apprend pas à l'école et rarement à l'université sur notre continent. Je viens de terminer la lecture de deux rapports, le Fitch Solutions Banking and Financial Service Report ainsi que le Country Risk Report pour la Côte d'Ivoire pour le premier trimestre 2022. Les deux rapports contiennent également une projection à 2030. Fitch Ratings est une agence de notation financière. C'est un organisme chargé d'évaluer le risque de non-remboursement de la dette ou d'un emprunt d'un État, d'une entreprise ou d'une collectivité territoriale. Il y en a trois principales qui se partagent 95% du marché mondial: Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Elles sont rémunérées par celui qui demande la notation. Dans son rapport concernant le risque de la Côte d'Ivoire, Fitch fait une analyse SWOT. C'est une méthode originellement du marketing qui consiste à croiser les données internes d'une entreprise, d'un pays ou d'une organisation, donc ses forces et ses faiblesses, et les données externes qui représentent les opportunités et les menaces pour prévoir et améliorer son développement. J'ai été, je ne dirais pas choquée parce que ce n'est pas une découverte pour moi, mais plutôt énervée de constater que pour Fitch, les forces de la Côte d'Ivoire sont, accrochez-vous, une Assemblée nationale sans opposition. Si, ils se félicitent de cela, de la majorité confortable obtenue par trucage des élections par Ouattara. Une force, selon eux, c'est également un Sénat coûteux, dont les membres sont largement nommés et contrôlés par Ouattara, ainsi que la vice-présidence qui, je cite, renforce les pouvoirs du président, ce qui est un atout à leurs yeux, à tout le moins chez nous. Les mêmes diront que c'est une dictature s'il s'agit de la Chine, de la Turquie ou de la Russie. Nos meilleurs analystes du monde mondial ne se sont même pas rendus compte qu'il n'y a plus, depuis juillet 2020, de vice-président en Côte d'Ivoire, en parfaite violation de la Constitution pourtant imposée au forceps par Ouattara. Une autre force, c'est un troisième mandat qui, bien qu'obtenu illégalement, trouve grâce à leurs yeux car il n'a pas été accompagné par trop de violence de la part de l'opposition, moins encline à recourir à la violence. Fin de citation. Oui, vous avez bien entendu. Le seul qui a systématiquement eu recours à la violence depuis son arrivée en Côte d'Ivoire dans les années 90 s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Mais comme c'est leur gars, ils se taisent. Les meurtres, les arrestations, les citoyens brûlés, décapités, les supplétifs de Ouattara qui jouent au football avec la tête de leurs victimes, la violence meurtrière, inouïe, soutenue par les créanciers et qui a mis l'opposition en déroute. Circuler, il n'y a rien à voir, c'est une force pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais qu'après avoir regardé cette vidéo, vous sachiez une chose concernant non seulement les agences de notation, mais également les institutions financières internationales. Ces gens écrivent des rapports fiction qui racontent la plupart du temps n'importe quoi, au point où on se demande à qui ils parlent dans les pays quand ils viennent en mission. Parce qu'il faut savoir que souvent, ils ne viennent même pas. Ils pianotent comme vous et moi sur Google pour trouver des trucs et puis ils se font payer des centaines de millions pour ça. Et lorsque les missions des agences de notation viennent en Afrique, elles sont bichonnées par leurs hôtes. Restaurants haut de gamme, prostituées, petits garçons et petites filles qui les attendent dans des hôtels de luxe, cadeaux, pots de vin même parfois. Mais comme ils estiment que ces rapports sont rédigés pour leurs actionnaires, leurs conseils d'administration et leurs clients, alors vous, moi
l'homme, la femme de la rue, l'Africain, l'analyste politique indépendant, nous n'avons rien à dire là-dessus. Et pourtant, c'est sur la base de ces rapports biaisés et incohérents que la plupart des décisions de crédit sont prises dans le monde financier par les conseils d'administration que vous, moi, l'homme, la femme de la rue, les jeunes, les moins jeunes, les citoyens, les contribuables africains, allons devoir rembourser, même si nous n'avons jamais été bénéficiaires, car la plupart de ces sommes sont détournées par les animateurs de nos États et ou investies dans des projets pharaoniques qui ne servent pas à améliorer la vie des populations, mais plutôt à flatter l'ego de nos présidents et à remplir les poches de leurs donneurs d'ordre. Ces rapports, aussi énervants qu'ils soient, sont intéressants à lire car ils permettent de savoir à quel micmac les Occidentaux s'adonnent et de garder cela à l'esprit pour faire le tri des informations dont on nous abreuve, mais aussi pour pouvoir élaborer des stratégies pour les contrer. Que ce soit les rapports de la Banque mondiale ou du FMI ou des agences de notation financière, ils sont tous pareils en termes d'analyse et de contexte politique et social quand ils veulent soutenir un pays. Vous voyez, à la page 7 du rapport sur la situation bancaire et financière, Fitch établit que la Côte d'Ivoire est le 10e pays le plus risqué du monde en termes de finances, finances publiques, régulation et environnement financier, niveau de vie, liens internationaux et volatilité économique. En effet, sur 122 pays classés où le pays le plus sûr, donc le moins risqué, est numéro 1 et le pays le moins sûr, donc le plus risqué, est numéro 122, la Côte d'Ivoire obtient la 112e place avec 16,71 points sur 100. Ce qui n'empêchera pas les agences de notation de donner un avis plutôt favorable, ni les bailleurs de faire crédit à un État dirigé par un des leurs, Alassane Dramane Ouattara. Et comme ce dernier fait de la cavalerie financière, c'est-à-dire qu'il prend de nouvelles dettes pour payer les anciennes, le pays est en train de sombrer dans le surendettement. Citation, « La Côte d'Ivoire ploie cette année sous le poids croissant du service de sa dette contractée en majorité auprès du marché financier mondial privé », écrivait la semaine passée RFI, que l'on ne peut pas soupçonner d'être un critique du régime en place. Vous savez que je n'aime pas faire d'affirmations gratuites. Les chiffres estomacants que je vais vous communiquer sont disponibles sur le site du ministère de l'Économie et des Finances de Côte d'Ivoire. Allons-y. Avant l'obtention du PPTE, la Côte d'Ivoire avait 6 000 milliards de dettes. Après l'obtention du PPTE en mi-2012, qui a vu l'annulation de 4 000 milliards de francs CFA de dettes, Ouattara, en 9 ans, est parti d'un stock de 2 000 milliards pour arriver en mars 2021 à 18 000 milliards de francs CFA de dettes. Je répète, 18 000 milliards de francs CFA de dettes, entraînant des remboursements de 2 000 à 3 000 milliards de francs CFA par an, capital et intérêts réunis, conduisant au lancement de nouveaux emprunts obligataires et eurobonds, dont le rapport dit que le risque le classe à la 112e place sur 122 pays à dette risquée dans le monde. Les conseils d'administration des agences de notation et des IFI, composés des représentants des États du G7 ou G8 ou de l'OCDE, se frottent les mains pendant que leur pays et leurs banques se remplissent les poches et que chaque habitant, chaque bébé qui naît en Côte d'Ivoire a déjà une dette de 650 000 francs CFA sur la tête. Le deuxième mécanisme dont je vais vous parler est celui du C2D. Le C2D, c'est une trouvaille française. Ça signifie contrat de désendettement et de développement. J'ai lu un article de RFI qui présentait cela comme un mécanisme qui permet de transformer la dette en don. Abracadabra. Quand vous entendez ça, vous pensez que ces gens sont généreux, mais rien n'est plus faux. Ils disent que l'État africain concerné ne rembourse pas la dette à la France, mais que les sommes qu'il rembourse sont positionnées dans un compte de l'Agence française de développement, qui n'est rien d'autre que l'État français.
Ensuite, cet argent est utilisé pour financer des projets que la France choisit et qui sont exécutés par les sociétés, les multinationales françaises que eux auront désignées. Donc, en fait, ce qu'ils présentent comme un don pour les Africains ne sert qu'à financer leurs propres hommes d'affaires. Une vraie arnaque. Quand on arrive à Douala, on est surpris de constater que le deuxième pont sur le Wouri est juste à côté du premier pont, à quelques mètres. Et toute personne sensée va spontanément indexer l'idiotie du gouvernement camerounais qui n'a pas jugé utile de construire un pont ailleurs plutôt que de venir le coller au premier. Sauf que la réalité est bien différente de cela. Le premier pont avait été construit à cet endroit dans les années 50, car il servait à évacuer les grosses productions agricoles de l'époque, la banane, le café, etc., jusqu'au port de Douala. Le deuxième pont, dont la construction avait été à l'origine confiée aux Chinois, devait voir le jour à 3 km de là, pour sortir du quartier Bonamoussadi et desservir les populations de cette zone. Seulement voilà, si le deuxième pont a été placé juste à côté du premier, qui est devenu très vacillant à cause des gros porteurs qui l'empruntent chaque jour depuis près de 70 ans, c'est parce que les Français ont fait pression sur le gouvernement camerounais pour que le projet soit retiré aux Chinois pour entrer dans le spectre du C2D. Car voyez-vous, leur compagnie fruitière continue de devoir faire sortir leurs récoltes pour les amener jusqu'au port et eux, ils s'en fichent complètement de savoir si c'est utile, pertinent ou imbécile de placer un deuxième pont collé au premier. Ils ne voient que leurs intérêts, pas ceux des populations de Douala. Et c'est comme ça partout. Leurs intérêts exclusifs priment, présentés comme de la générosité et des dons, alors que le C2D, c'est la surfacturation, l'opacité, le détournement, les avenants bizarres et surtout des projets qui se caractérisent soit par leur exécution penchée, notamment dans les transports, soit par leur manque d'impact sur les populations soi-disant bénéficiaires. Pour conclure, je vais vous poser une question. Avez-vous déjà entendu parler du développement autoritaire? Il s'agit d'une conséquence de la croissance appauvrissante. Selon William Easterly, qui est un économiste et un professeur à la New York University, on appelle développement autoritaire le résultat qu'on obtient par le simple fait de fournir aux dictateurs et aux gouvernements corrompus une expertise technique et des financements par la dette et l'aide internationale en croyant de bonne foi et plus souvent pas de bonne foi, qu'il y aura des améliorations conséquentes dans les conditions de vie des populations pauvres. Les preuves montrent que cette approche du développement donne principalement du pouvoir aux dictateurs, violents, corrupteurs et corrompus, tandis que les pauvres continuent de souffrir de la misère. Si l'objectif n'est pas de mesurer les succès du développement par les volumes d'aide ou de la dette engloutie dans les infrastructures très souvent surfacturées, mais que l'on recherche au contraire le développement libre des populations et des économies, alors se concentrer sur l'établissement ou le renforcement des libertés politiques et économiques pour les pauvres devrait être le meilleur moyen de réussite. Si on leur donne la liberté de le faire, les gens ordinaires, en Afrique ou ailleurs, ont une capacité remarquable à demander des comptes à leur gouvernement et à améliorer leur sort par la production et l'échange au lieu de la mendicité et de la dette. Et en conséquence, les pays réputés pauvres verraient leurs conditions s'éloigner du développement autoritaire et de la croissance appauvrissante, qui est notre quotidien aujourd'hui, pour enfin entrer dans l'ère de la prospérité, de la liberté, de la responsabilité et de la souveraineté. Je ne saurais terminer cette vidéo sans vous remercier pour tous les souhaits de prompte guérison et toutes les prières que vous avez adressées
à mon papa ces dernières semaines. Grâce à vos ondes positives, il commence à tout doucement se rétablir. Merci et à bientôt.